Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de m'avoir demandé de réaliser ce sujet qui va traiter du coup de l'intérêt du rémifentanil pour améliorer nos conditions d'intubation dans cette session de l'anesthésie en 2024. Alors vous allez voir, je ne suis pas très convaincu que 2024 soit la bonne année eu égard à la littérature que j'ai pu trouver, mais on va faire néanmoins un petit point sur ce sujet. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. En guise d'introduction, on peut déjà questionner sur la pertinence de ce sujet, puisque, comme vous le savez, la SFAR a émis en 2018 des recommandations où il est mentionné qu'il est donc recommandé d'administrer un curare pour faciliter l'intubation de la trachée dans un premier temps, mais également pour réduire l'incidence des traumatismes du pharynx et ou du larynx. Alors ces deux recommandations, elles s'appuient principalement sur deux méta-analyses. Une première, issue de la Cochrane, qui date de 2018 dans le BJA, qui incluait 34 RCT, un peu plus de 3500 patients, 1500 dans le groupe sans curare, plus de 2000 dans le groupe avec curare, et qui évaluait principalement trois critères: l'incidence de l'intubation difficile, avec comme définition celle qui était reportée par les différents auteurs dans leurs études respectives, l'incidence de la laryngoscopie difficile et l'incidence des lésions des voies aériennes supérieures. Sur le critère de l'intubation difficile, 4 essais à faible risque de biais, où comme vous le voyez, il y en a un seul pour lequel le morphinique et le rémifentanil, l'ensemble des autres étant le fentanyl qu'on utilise finalement très peu en France, surtout au bloc opératoire. Quand on s'intéresse uniquement aux études à faible risque de biais, on retrouve une incidence fortement augmentée de l'intubation difficile dans le groupe sans curare, avec 56% d'intubation difficile versus 4,7% dans le groupe avec curare. Et si on élargit cette fois-ci à l'ensemble des essais, on retrouve toujours cette même tendance, avec des valeurs quand même un peu moins importantes, mais tout de même 24% d'intubation difficile. Je ne sais pas quelle est votre pratique, moi je travaille principalement dans le service d'ORL et je ne peux pas dire que j'ai 24% de patients avec une intubation difficile. Pourquoi cette incidence elle est si élevée? Probablement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la définition dépend, comme les auteurs l'ont défini dans leurs études, et la plupart évaluent cette intubation difficile par une échelle qui prend en compte d'autres critères, la relaxation de la mâchoire, mais également la réaction du patient à l'insertion de la tonde ou au gonflage du ballonnet sous forme de toux ou de mouvement. Est-ce qu'un patient qui fait une quinte de toux au gonflage du ballonnet peut être qualifié d'emblée d'intubation difficile? J'en suis pas convaincu. Si on regarde cette fois-ci la laryngoscopie difficile, qui répond un peu plus à nos définitions, en tout cas en France, de l'intubation difficile, un essai à faible risque de biais qui comparait la trachéotomie et le fentanyl, et en poulant l'ensemble des essais, eh bien, on a trouvé là aussi une tendance en faveur d'un sur-risque de laryngoscopie difficile lorsqu'on n'utilisait pas de curare, avec 7,2% versus 3,3%. Si on s'intéresse maintenant aux symptômes laryngés, un premier RCT qui date de 2007, qui incluait 300 patients et qui comparait du propofol avec de l'alfentanil plus ou moins du rocuronium. Et on retrouvait dans cette étude une incidence du mal de gorge ou de l'orement, qui sont les deux principaux symptômes pharyngolaryngés post-intubation, majorés en l'absence de curare, que ce soit à 2 heures ou à 24 heures de l'intubation, et sans majoration de l'intensité des symptômes dès lors qu'ils sont présents. La méta-analyse dont on parlait précédemment s'est aussi intéressée à l'incidence, comme je disais, du traumatisme laryngé, avec un seul essai à faible risque de biais, qui comparait là aussi la trachéotomie et le fentanyl, et en poulant l'ensemble des essais qui rapportaient des données, c'est-à-dire 7 études, un peu plus de 800 patients, on avait une incidence de 38% des traumatismes laryngés post-intubation sans curare versus 27%. La seule chose qui m'interpelle sur l'évaluation de ce critère de jugement, c'est que quand on regarde un petit peu plus près, il y a un seul essai qui atteint la significativité, c'est l'essai de Combs en 2007, qui comparait le rocuronium et l'alfentanil et qui pèse à lui tout seul pour un peu plus de 50% du poids de la méta-analyse. Donc oui, intuber avec curare, c'est peut-être moins traumatique, mais peut-être que certains morphiniques vont avoir un rôle pour nous aider un petit peu à réduire l'incidence de ces traumatismes laryngés. Alors est-ce qu'il faut pour autant proposer du curare pour tous? Je vous rappelle néanmoins que la curarisation, ce n'est pas anodin, ça peut avoir des effets indésirables, des complications. Le curare est associé à une augmentation de l'incidence de la mémorisation péropératoire, une augmentation, même s'il est faible de nos jours, avec un monitorage efficace de le risque de curarisation résiduelle et de complications qui en découlent, un risque anaphylactique qui n'est pas négligeable, et dans certaines situations un peu plus exceptionnelles, d'hyperthermie maligne, les patients atteints de certaines myopathies, et quid de certaines chirurgies où les chirurgiens vont avoir besoin d'un monitorage nerveux péropératoire pour la parotide, la thyroïde, certaines chirurgies du rachis. Dernière case de la chirurgie pour laquelle le chirurgien n'a pas besoin de curarisation. Est-ce que c'est légitime d'intuber tous nos patients pour 4 dents de sagesse, un geste qui va durer 30 minutes? La question, je pense, mérite de se poser. Et du coup, les études ont commencé à se tourner depuis début des années 90 sur un premier morphinique, l'alfentanil, avec cette première étude de Scheller qui est assez phare dans l'étude des opiacés pour améliorer les conditions d'intubation. 75 patients, 5 groupes, un groupe curarisé et 4 groupes avec du propofol et des doses variables allant de 30 à 60 microgrammes kilo d'alfentanil, qui évaluait en critère de jugement principal les conditions d'intubation sur différents critères mentionnés sur la diapositive. Alors on retrouvait une meilleure exposition
là qui est un critère beaucoup plus pertinent que les conditions d'intubation au sens large, dans le groupe curare, mais également dans les groupes alpha-fentanyl, dès lors qu'on a atteint des doses d'au moins 40 microgrammes kilo, et ça déjà par rapport au groupe 30 gamma kilo. En revanche, on retrouve également un meilleur taux d'ouverture des cordes vocales avec ce cutoff toujours qui se dessine autour des 40 gamma kilo. Néanmoins, ce n'était pas significatif au-delà, donc il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt à monter à des doses plus élevées. D'autant que l'alpha-fentanyl peut proposer un problème pour les gestes courts, puisque la durée d'action, même si elle est écourtée par rapport à d'autres morphiniques, peut entraîner un risque de retard de réveil et majorer le délai de récupération d'une ventilation spontanée, ce qui peut être particulièrement pour ces chirurgies courtes, avec une filière ambulatoire et un patient qui va pouvoir sortir assez rapidement de l'hôpital. Donc finalement, pas de curare, pas d'alpha-fentanyl, et si on regardait un petit peu ce que nous donne le rémifentanyl. Donc on va commencer par quelques rappels de pharmacologie. Le rémifentanyl, je ne vous l'apprends pas, c'est un agoniste morphinique de forte affinité pour les récepteurs mu, qui a un effet analgésique avec une augmentation dose dépendante, mais également d'autres effets. Un effet dépresseur respiratoire qui est rapidement réversible en arrêt, et c'est aussi un de ses principaux intérêts. Une dépression de l'électroencéphalogramme, un retentissement hémodynamique qu'on abordera un petit peu juste après. Et je voulais refaire le point sur la rigidité thoracique, qui est la grande crainte du rémifentanyl. Finalement, dans les grandes séries de la littérature, c'est à peu près 3% d'incidence, mais ce n'est pas beaucoup plus élevé que les autres morphiniques. Peut-être qu'on le voit plus du fait de sa cinétique, qu'on va aborder juste après, mais en tout cas, l'incidence rapportée est similaire à celle des autres morphiniques. Et cette rigidité thoracique a tendance à diminuer dès lors qu'on utilise une injection lente, chez les patients qui sont prémédiqués avec des benzodiazépines ou que l'hypnotique est injectée dans les 30 à 60 secondes après le rémifentanyl. En termes de pharmacocinétique, c'est là aussi son principal intérêt, un délai d'action court de l'ordre de 90 secondes, une demi-vie contextuelle, quelle que soit la durée d'administration, qui est de l'ordre de 3 à 5 minutes, du fait de son élimination particulière, qui est faite par des estérases plasmatiques et tissulaires aspécifiques, qui ne sont pas modifiées par l'ensemble des conditions qui vont altérer le fonctionnement des pseudocholinésterases, comme avec la cellocurine, et qui du coup n'interagit pas avec les médicaments dégradés par ces dites enzymes, et je pense aussi à l'esmolol. Son élimination n'est pas modifiée par l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique, ce qui en fait une molécule de choix chez ces patients également. On veillera à utiliser des doses moindres chez le sujet âgé, plus ou moins chez l'insuffisant hépatique qui a une augmentation de sa fraction libre de rémifentanyl, et à adapter les doses à la masse maigre plutôt chez le patient obèse. Une grande crainte du rémifentanyl, c'est l'hyperalgésie, qui est assez bien décrite, qui est un phénomène dose-dépendant, qui s'articule autour de deux composantes, une première d'allodynie et une hyperalgésie autour de la zone incisionnelle chirurgicale. C'est dû à plusieurs éléments, sa cinétique d'élimination probablement, qui va nécessiter d'anticiper la stratégie d'analgésie post-opératoire, si possible en y associant de l'ALR, et également une sensibilisation centrale impliquant les récepteurs de la NMDA, d'où l'intérêt potentiel de la kétamine. C'est ce qu'avait montré cette étude publiée dans Anesthesiology en 2005, où on comparait une faible dose de rémifentanyl à 0,05 gamma kilo-minute, qui a été décrite dans la littérature comme non associée à un surrisque d'hyperalgésie, à des doses plus importantes, 0,4 gamma kilo-minute, plus ou moins de la kétamine avec un bolus, puis une SAP à 0,15. Cette étude montrait une diminution du seuil de douleur à 24 et 48 heures, une augmentation de la zone d'hyperalgésie péri-incisionnelle, mais tout ça a été rattrapé dès lors qu'on ajoutait de la kétamine au rémifentanyl, même à forte dose, et on arrivait à des taux similaires avec le rémifentanyl à faible dose. Donc peut-être qu'il faut, je ne dis pas forcément de faire les 0,5 mg/kg puis la SAP chez tous nos patients. Si vous mettez 0,5 mg/kg à vos dents de sagesse avec une SAP, le réveil, je ne vous garantis pas qu'il soit de très bonne qualité. Mais néanmoins, peut-être que des doses un petit peu inférieures, comme ça peut être décrit de l'ordre de 0,2-0,25 mg/kg, ça peut être utile chez les patients chez qui on utilise le rémifentanyl. Le retentissement hémodynamique, il est généralement plutôt mineur dès lors qu'on utilise des doses inférieures à 2 microgrammes/kg. La principale crainte, en tout cas, c'est la bradycardie qui est multifactorielle, d'une part avec une inhibition directe de la conduction intra-atriale et de la commande sinusale, mais également avec une action au niveau des récepteurs mu du noyau vague qui vont du coup activer le système parasympathique. Et cette bradycardie est d'autant plus importante que les patients sont traités par bêta-bloquants ou par des inhibiteurs calciques bradycardisants. L'hypotension artérielle observée est liée à une diminution du tonus des centres vasomoteur et donc va être d'autant plus marquée chez nos patients qui auront un tonus sympathique élevé, et je pense particulièrement aux patients en situation d'hypovolémie. Cette étude, en 2024, s'était intéressée au retentissement hémodynamique du rémifentanyl avec un essai randomisé sur quasiment 100 patients en chirurgie gynécologique qui comparait en modèle d'EVOC 3 cibles différentes, 2, 4 et 8 nanogrammes par millilitre au site effet, et observait les effets hémodynamiques en lien avec l'utilisation du rémifentanyl à ces doses. On observait globalement dans l'ensemble des groupes une diminution de la pression artérielle de l'ordre de 30%, de la fréquence cardiaque de 20%, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait aucune différence significative, quelle que soit la dose de rémifentanyl utilisée. Et ça concorde avec d'autres données de la littérature qui nous disent que finalement, quand on utilise des doses
globalement safe, là vous voyez c'était en gros de 0,75 à 3 gamma kilo, et bien finalement le retentissement hémodynamique est significatif, ne va pas augmenter de façon dose dépendante avec la dose que vous utilisez. On a vu la pharmacocinétique un peu particulière avec ce délai d'action très court. Une des questions qui peut se poser, c'est aussi l'ordre d'injection, puisque je pense qu'on a à peu près tous la même pratique avec les autres opioïdes, notamment le sulfentanyl. On injecte d'abord notre opioïde, puis, à distance, notre hypnotique. Sauf que là, le délai d'action du remifentanil est de 90 secondes, alors que celui du propofol, il est plutôt de l'ordre de 180 secondes. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a intérêt à synchroniser nos pics plasmatiques pour améliorer nos conditions d'intubation? Et c'est justement ce qu'avait étudié ce papier publié dans Acta Anesthesiologica en 2004. 30 patients, ASA 1 et 2, pas de facteur de risque d'intubation difficile, et qui étudiaient donc deux séquences d'injection. Une première où on injectait d'abord le propofol puis le remifentanil, ou le remifentanil puis le propofol, avec une intubation, quoi qu'il arrive, qui était réalisée à 150 secondes du premier médicament. Et bien on observait dans cette étude une incidence franchement améliorée et significative des conditions d'intubation dès lors qu'on injectait le propofol puis le remifentanil après, afin de synchroniser les pics d'action plasmatique. Donc ce remifentanil pour l'intubation, si on le compare tout d'abord à l'alfentanil, est-ce qu'il fait mieux? Eh ben, un premier papier de Clémola dans un hôpital finlandais, double aveugle, 60 patients ASA 1, 2, sans facteur de risque d'intubation difficile, qui comparait une stratégie avec de l'alfentanil à 30 gamma kilo et du remifentanil à 3 ou 4 gamma kilo chez des patients qui, il faut le souligner, étaient tous prémédiqués et au diazépam et à l'atropine. Puis on injectait le morphinique, puis le propofol et la laryngoscopie à 60 secondes après le propofol. Et ben, qu'est-ce qu'on observe dans cette étude? Premièrement, des meilleures conditions globales d'intubation et une incidence plus importante des excellentes conditions d'intubation dans le groupe 4 microgrammes kilo. La ventilation au masque était facile chez tous les patients, ce qui a permis aux auteurs d'extrapoler par aucune symptomatologie, en tout cas évidente, de rigidité thoracique. Et en termes de retentissement hémodynamique, et la pression artérielle, qu'elle soit systolique, diastolique ou la fréquence cardiaque, était globalement comparable dans tous les groupes, avec certes une diminution significative, mais sans différence entre les différents groupes. Deuxième étude, turque cette fois-ci, pareil, double aveugle. Cette fois-ci, on a monté un petit peu la dose d'alfentanil autour des 40 gamma kilo dont on parlait comme cut-off tout à l'heure, et on comparait 3 doses de remifentanil, 2, 3, 4 gamma kilo à l'induction chez 80 patients en chirurgie ambulatoire urologique, toujours sans facteur de risque d'intubation difficile, prémédiqués avec une benzodiazépine et de l'atropine, laryngoscopie à 90 secondes. Et là, qu'est-ce qu'on observait également? Des meilleures conditions globales d'intubation dans le groupe 4 microgrammes kilo, avec une augmentation beaucoup plus importante des excellentes conditions d'intubation dans ce groupe, puisque 95% des patients dans le groupe 4 gamma kilo avaient d'excellentes conditions d'intubation, mais également une meilleure réponse à l'intubation avec l'absence de toux et de mouvement chez 95% de nos patients dans le groupe 4 gamma kilo, et qui peut descendre jusqu'à 20% quand on utilise 2 gamma kilo et 45% quand on compare à l'alfentanil, comme on l'avait vu au début de la présentation. Pareil, pas de différence significative entre les différentes doses de médicaments sur les variations de nos paramètres hémodynamiques. Versus Cura, on va se concentrer sur cette principale méta-analyse publiée dans Anesthesia en 2024. 21 études, presque 2000 patients qui comparaient le remifentanil à l'administration d'un curare à des doses à au moins 2 fois le D95. Principalement la succinylcholine et le rocuronium, un petit peu moins de Nimbex, et du remifentanil avec des doses allant de 0,5 à 6 gamma kilo. 4 études à faible risque de BS, 10 modérés, 7 élevés, un critère de jugement principal qui s'intéressait à l'incidence des excellentes conditions d'intubation et des critères secondaires sur les effets indésirables et la safety. Et bien, sur le critère de jugement principal, la méta-analyse répond NS, pas de différence entre du curare et du remifentanil. Si on s'intéresse un peu aux études de dose au sein de cette méta-analyse, eh bien, on observe qu'il y a une différence significative entre 1 et 2, entre 2 et 3, mais entre 3 et 4, c'est pas si évident que ça, et peut-être qu'on est dans cette dose-là à peu près de remifentanil pour améliorer nos conditions d'intubation. Sur les critères de jugement secondaire, concernant le retentissement hémodynamique, malheureusement pas de conclusion possible parce que les études sont beaucoup trop hétérogènes, et on l'a vu juste avant, dans certaines études, les patients sont prémédiqués avec l'atropine, donc on se doute bien que l'incidence de la bradycardie va diminuer, donc difficile de conclure dans cette méta-analyse là-dessus. La durée d'apnée était significativement plus importante avec le remifentanil à ces doses-là qu'avec le curare, ce qui peut poser dans la littérature en tout cas question sur les patients qui ne sont pas intubables. Néanmoins, je ne suis pas convaincu que ce soit le délai du remifentanil qui tue votre patient si vous n'arrivez pas à l'intuber. Je pense que même avec un curare et votre dose de propofol, votre patient, quoi qu'il arrive, vous allez vous mettre en difficulté. Et enfin, la rigidité thoracique, pour en revenir aussi là-dessus. Un patient sur les 675 qui étudiait ce critère dans cette revue, donc une incidence qui est quand même là aussi très faible. Alors, quelle posologie?
Là, dans la littérature, les résultats sont plutôt divergents. On a des études qui sont différentes en termes de timing, en termes de vitesse d'administration, que ce soit du rémifentanil ou du propofol, en termes de délai entre l'induction et la laryngoscopie. Mais néanmoins, deux principales études, l'étude de Grant, un peu ancienne, qui date de 98, qui comparait 3 doses entre 0,5 et 2 gamma-kg de rémifentanil. Et on observait dans cette étude une amélioration de l'ensemble des composantes de l'intubation avec la dose de rémifentanil, mais néanmoins une différence significative des conditions satisfaisantes, avec 20% dans le groupe 0,5, 50% dans le groupe 1 gamma-kg et 80% dans le groupe 2 gamma-kg. Deuxième étude, l'étude de Stevens en 98 également, 1, 2, 3 ou 4 gamma-kg de rémifentanil, et on observait là, de façon un peu raccord à la méta-analyse qu'on a pu voir juste avant, des meilleures conditions dès lors qu'on atteint les 3 à 4 gamma-kg comparé au groupe 1 à 2 gamma-kg. Et on notait surtout dans le groupe 1 gamma-kg une moindre ouverture des cordes vocales et davantage de réponse, que ce soit sous forme de toux ou de mouvement, à l'intubation et au gonflage du ballonnet. Alors, Lionel Bouvet a conduit en 2009 un essai randomisé contrôlé de 90 patientes en chirurgie gynécologique, toujours sans facteur de risque d'intubation difficile, prémédiqué avec uniquement des benzodiazépines cette fois-ci et de l'atarax. Une injection de rémifentanil en premier sur 60 secondes, entre 1 et 5 gamma-kg, et tout de suite du propofol sur 45 secondes, une laryngoscopie à 150 secondes pour approcher un petit peu les différents pics d'action, et une évaluation des conditions d'intubation sous les différentes modalités qu'on a pu aborder juste avant. Donc non seulement la qualité de l'intubation, la position des cordes vocales, le mouvement, mais aussi la réponse du patient à l'intubation. Et qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? Dans le groupe 4-5 gamma-kg versus le groupe 1 gamma-kg, on a des conditions qui sont globalement largement moins bonnes dans le groupe 1 gamma-kg. On a également une moindre ouverture des cordes vocales. C'est d'ailleurs le seul sous-critère de l'ensemble des conditions d'intubation qui est significatif, sauf que si on regarde l'ouverture des cordes vocales complète, c'est significatif, mais si on s'intéresse uniquement au taux de cordes vocales fermées, cette fois-ci, ça ne l'est plus. Donc oui, c'est mieux d'intuber un patient avec des cordes vocales complètement ouvertes, c'est surtout ne pas l'intuber avec des cordes vocales complètement fermées qui me semble pertinent. De cette étude, ils ont pu réaliser un modèle de régression sous forme de probit analysis pour estimer une dose efficace à 50, autour de 1,8 gamma-kg, et surtout une dose 95, qui est cette fois-ci à 4 gamma-kg dans cette étude. Sur la safety, là aussi on observait, comme dans les autres, une diminution significative de l'APAM et de la fréquence cardiaque dans les 5 groupes, quelle que soit la dose, avec un ADIR à peu près 3 minutes après l'intubation. Un petit mot sur des populations particulières, et tout d'abord le patient âgé. Cette première étude qui incluait 24 patients de plus de 65 ans, ASA 1 et 2 en chirurgie programmée, prémédiquée, propofol puis du rémifentanil. Et l'idée était de trouver la dose idéale chez ces patients par une méthode de Dixon, c'est-à-dire qu'on commençait à 2 gamma-kg, et ensuite, selon que l'intubation était un succès ou un échec, eh bien, on augmentait ou on diminuait par palier de 0,2 gamma-kg. Et du coup, les audeurs ont pu, suite à ça, estimer une dose efficace 50, qui était à 1,15 gamma-kg. Cette dose était calculée tout simplement sur la médiane des 6 crossovers successifs. Et en faisant un modèle de régression sous forme de probit analysis, on trouvait là aussi une dose efficace autour de 1,16 gamma-kg et une dose efficace à 95 à 1,4 gamma-kg. Donc des doses largement inférieures aux patients tout venant, comme on a pu le voir dans les études précédentes. Là aussi, une diminution de l'APAM et de la fréquence cardiaque, significative par rapport à l'absence de rémifentanil, mais inférieure à 30%, et du coup une pertinence clinique qui se questionne dans cette étude. Deuxième étude sur le patient âgé, qui cette fois-ci 78 patients, beaucoup plus âgés, plus de 80 ans, en élargissant un petit peu aux patients ASA 3 en chirurgie médulaire programmée, non prémédiqués, avec un morphinique, un hypnotique, et puis en adjonction, soit du rocuronium à 0,6 mg/kg, soit du rémifentanil à 2 gamma-kg. Intubation 120 secondes après le rémifentanil, et le critère de jugement principal était l'occurrence des excellentes conditions d'intubation à 2 minutes de l'induction. Et qu'est-ce qu'on observait? Le critère principal était non significatif, pas de différence entre l'occuronium et le rémifentanil pour améliorer nos conditions d'intubation chez ces patients. Et dans l'ensemble des sous-critères des conditions d'intubation, le seul pour lequel on observait une différence significative, c'était la réaction à l'intubation sous forme de toux, où il y avait significativement plus de toux chez les patients qui n'étaient pas curarisés. Une autre limite importante dans cette étude, c'est quand même qu'il y a 50% d'utilisation du vidéolaryngoscope, et peut-être que l'intubation au vidéolaryngoscope est moins, en tout cas traumatique, et nécessite un patient qui est moins profondément endormi, entre guillemets, par rapport à une intubation avec une lame de Macintosh. Le patient à risque d'intubation difficile, vous allez voir, ça va être assez rapide. Quand
quels que soient les guidelines, que ce soit les guidelines de la SFAR de 2017, les guidelines de l'ASA en 2022 ou les guidelines de la Difficulty Airway Society de 2015, eh bien, aucune, à l'heure actuelle, ne préconise l'utilisation du rémifentanil pour les patients à risque d'intubation difficile. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans les études que j'ai pu énumérer. C'était quasiment systématiquement un critère d'exclusion des patients dans ces études, donc pas de conclusion possible à l'heure actuelle. Il faut curariser ces patients à risque d'intubation difficile. Le mot de la fin, l'induction en séquence rapide. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette étude publiée dans le JAMA en 2023. Gros RCT multicentrique de non-infériorité qui comparait 3 à 4 gamma-kilos de rémifentanil versus un cura d'action rapide, succinylcholine en première intention, rocuronium, 6 contre-indications, chez des patients avec au moins un facteur de risque d'inhalation. Un critère de jugement principal composite qui était l'intubation avec succès dès la première tentative et sans complications majeures qui correspondaient aux inhalations, aux désaturations, au retentissement hémodynamique important et aux réactions anaphylactiques graves de stade 3-4. Et bien dans cette étude, malheureusement, le rémifentanil n'atteignait pas la borne de non-infériorité sur le critère de jugement composite. On voit néanmoins que dans ce critère de jugement composite, on a un poids relativement important de la partie première tentative d'intubation, puisque sur les complications majeures, finalement, il n'y a aucune des complications qui atteint la non-infériorité. Alors oui, certes, le critère donc, du coup, peut être discutable là-dessus, néanmoins l'incidence de l'inhalation est tellement faible que ça demanderait des effectifs considérables pour conduire une étude là-dessus. Sur les critères secondaires, on observait un meilleur score de Cormack de façon significative dans le groupe Curare. Sur le POGO, qui correspond donc à l'évaluation de la qualité de l'intubation en vidéolaryngoscopie, cette fois-ci la non-infériorité était atteinte. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'étude chez les patients âgés. Peut-être que le vidéolaryngoscope finalement nécessite une glotte un peu plus relâchée en tout cas pour intuber néanmoins correctement les patients. Et autre chose intéressante, une composante qui était l'EVA de douleur laryngée évaluée chez les patients, et bien là, cette fois-ci, c'était pas inférieur, en tout cas, même si ça reste un critère de jugement secondaire. Donc, en conclusion, je pense qu'il ne faut pas oublier les effets secondaires et les contre-indications du curare. Curariser un patient, c'est jamais anodin, que le rémifentanil peut donc constituer une alternative intéressante chez ces patients qu'on ne souhaite pas curariser, en prenant garde néanmoins au retentissement hémodynamique, et particulièrement dans certaines populations, les patients comorbides, les patients âgés, les patients qui ont déjà un traitement bradycardisant, que pour améliorer franchement les conditions d'intubation, il faut utiliser des doses qui sont quand même relativement élevées, de l'ordre de au moins 3 à 4 gamma-kilos, plus faibles chez le patient âgé et probablement chez le patient comorbide, qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication que ce soit dans l'intubation difficile ou dans l'induction en séquence rapide, et ça je pense que c'est un message clé de cette présentation, et que là aussi d'autres études peuvent être intéressantes dans cette population chez qui le bénéfice du rémifentanil pourrait être prouvé, chez les patients en chirurgie programmée pour une chirurgie courte où n'a pas nécessité de curarisation, chez le patient comorbide qui est aussi, comme on a pu le voir dans toutes les études, souvent exclu des études avec un statut ASA qui dépasse rarement les 2, et peut-être chez le patient estomac plein avec un autre critère de jugement principal qui s'intéresse plus aux complications redoutées de l'induction en séquence rapide, à savoir l'annulation, même si c'est bien évidemment très difficile à mettre en place. Et je vous remercie pour votre attention.